entretien à voir dans son intégralité après le journal de 10h, ici, sur l'antenne de France 24 ou sur notre site france24.com. En attendant, à 8h10 à Paris, le rappel avec Pauline Godard des principaux titres que nous développons dans Paris Direct. L'armée israélienne proche de détruire le système militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, c'est ce qu'affirme Tsahal. La fouille de l'hôpital Al-Shifa se poursuit. Les corps de 2 des 239 otages du Hamas ont été retrouvés non loin du bâtiment. Selon Benyamin Netanyahou, certains des otages ont été retenus dans cet hôpital. Une guerre qui a des conséquences humanitaires désastreuses pour les Gazaouis. Les Nations Unies alertent sur un risque immédiat de famine. La nourriture et l'eau sont quasi inexistantes. Les télécommunications sont hors service faute de carburant. Les hôpitaux ont pour certains cessé de fonctionner. Nous sommes maintenant en compagnie de l'invité de Paris Direct. Bonjour Alain Grèche. Bonjour. Journaliste, essayiste, plume bien connue du monde diplomatique, dont vous avez été le rédacteur en chef. Aujourd'hui, vous êtes directeur du journal en ligne Orient 21 et vous venez de mettre à jour ce livre coécrit avec Hélène Aldeguer, Un chant d'amour, Israël-Palestine, une histoire française. Et dans le numéro du Monde diplomatique de ce mois-ci, vous signez ce texte, Barbare et civilisé. On va également le voir apparaître à l'écran. Autant dire que nous avons sur ce conflit du Proche-Orient, que vous connaissez bien, pas mal de choses à nous raconter. Peut-être une première question sur une note optimiste ou pessimiste, c'est vous qui choisissez. À ce stade de débat, si l'on peut dire, est-ce que vous voyez une issue à moyen terme à ce déluge de violence mortelle dans cette partie du monde? Bon, il n'y a qu'une issue immédiate, c'est le cessez-le-feu et l'arrêt des combats. Pour rester optimiste, ce qu'on peut dire, c'est que sur le territoire historique de la Palestine, il y a aujourd'hui 7,5 millions environ de juifs israéliens et 7,5 millions de Palestiniens. Et qu'à moins d'espérer expulser une des parties, il faudra bien trouver une solution. Mais ce qui est aussi important, parce qu'on parle souvent d'un conflit entre deux parties égales, c'est de comprendre qu'elles ne sont pas égales. Il y a un occupant et un occupé. Et il y a un fort et un faible. Et je dirais, si la communauté internationale veut régler le problème, il faut qu'elle prenne en compte toutes ces données et ces données territoriales qu'il y a sur la Palestine. Dans votre article, vous écrivez, s'agissant de Gaza, je vous cite Alain Grèche, que dans les décombres fumants de cette enclave grandit la prochaine génération de combattants palestiniens, plus déterminés que la précédente, le cœur rempli de rage et d'une inextinguible haine. Est-ce que cela signifie que ce cycle de sang est amené à se perpétuer ad vitam aeternam? Mais il est amené à se perpétuer tant que persiste l'occupation. C'est-à-dire, l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. Il y a plus de 60 ans que la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza sont des territoires occupés. Les Nations Unies le disent comme tel. Ça fait plus de 60 ans que la communauté internationale dit Israël doit libérer ces territoires, doit permettre la création d'un État palestinien sur ces territoires, mais on ne fait rien. Et chaque fois qu'Israël agit, les puissances occidentales en particulier soutiennent Israël. Alors que c'est Israël qui est le responsable de l'impasse actuelle. Cette histoire est quand même très vieille, plus de 70 ans, vous l'avez dit Alain Grèche. Sauf que quand on voit les visages de ceux qui combattent aujourd'hui, que ce soit du côté des soldats israéliens ou de ceux qui combattent du côté du Hamas, ce sont des jeunes. Est-ce qu'ils ont conscience de ce qui est en jeu au final, de ce poids de l'histoire? Oui, bien sûr. Il y a toute l'histoire qui pèse sur eux. Mais ce n'est pas les combattants qui sont l'élément essentiel, c'est les politiques, c'est les choix politiques. Nous avons en Israël un gouvernement qu'aujourd'hui, qui est un gouvernement, tout le monde le reconnaît, d'extrême droite, avec des gens qu'on qualifierait ici de fascistes et de racistes, qui considèrent les Arabes comme des animaux, et qui refusent la solution politique et qui pensent qu'ils vont vaincre militairement. C'est-à-dire, ça fait 50 ans qu'ils expliquent que les Arabes ne comprennent que la force, que si on les bat suffisamment fort, ils finiront par comprendre. Mais la réalité, c'est que ce que je dis, c'est qu'au contraire, leur politique alimente la haine, alimente la volonté de résister. Et c'est tant qu'on n'aura pas une solution politique, on aura de nouveaux combats. À un moment, ça va se finir, évidemment, à Gaza, je veux dire, il y a un moment, et après, tant que durera l'occupation, on aura cette résistance du côté palestinien. Cette solution politique, elle devrait prendre quelle forme? C'est-à-dire, disons, la communauté internationale,
est d'accord sur le principe de 2 États. Un État en Cisjordanie, Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale, et aux côtés de l'État d'Israël. On a entendu le président Joe Biden réaffirmer cette solution, on a entendu Emmanuel Macron réaffirmer cette solution, mais la question qu'on peut leur poser, c'est qu'est-ce que vous faites pour l'appliquer ? Qu'est-ce que vous faites pour arrêter la colonisation ? C'est Israël continue la colonisation, l'aide américaine à Israël continue, l'aide européenne et le soutien politique européen à Israël continue. Donc Israël n'a aucun incitatif à arrêter la colonisation et à arrêter sa politique d'occupation. Vous avez parlé du gouvernement israélien dirigé par Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce que vous diriez de lui ? Comment est-ce que vous le qualifieriez ? Comment est-ce qu'il passera à la postérité, à votre avis ? Bon, écoutez, moi, la question des personnalités, elle est plus ou moins importante. Il n'y a pas une très grande différence entre le gouvernement de M. Benjamin Netanyahou et les gouvernements qui l'ont précédé. C'est les gouvernements qui précédaient, qui étaient soi-disant... Et même celui de Sharon, Ariel Sharon, qui s'est retiré de Gaza. Mais Sharon s'est retiré de Gaza, mais les Nations Unies considèrent que Gaza reste un territoire occupé parce qu'en fait, et on le voit bien, ils sont encerclés, ils ne peuvent rien faire. Donc, les Palestiniens disent les geôliers, au lieu d'être à l'intérieur, sont à l'extérieur. Ils nous encerclent. Donc, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le processus de paix, ce qu'on a appelé le processus de paix, est arrêté. Et que si les Occidentaux veulent effectivement faire bouger les choses, il faut effectivement obtenir d'Israël le retrait des territoires occupés. Il n'y a pas d'autre solution. Avec qui négocier côté palestinien ? Alors, une des choses qui serait drôle si tout ça n'était pas tragique, c'est qu'on dit qu'on ne peut pas négocier avec le Hamas, qui a obtenu 40% des voix parce qu'ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Mais il y a au gouvernement israélien une grande majorité de ministres qui ne reconnaissent pas un État palestinien. Netanyahou a montré une carte l'autre jour aux Nations Unies de la Palestine, de la région, il n'y avait pas la Palestine. Donc, pourquoi on ne peut pas négocier avec le Hamas, mais on peut négocier avec un gouvernement qui nie la réalité de l'existence même des Palestiniens. Donc il faut être cohérent. Et je trouve que la communauté... On peut discuter sur la solution des 2 États, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, etc. Mais si la communauté internationale est d'accord avec cette solution, et de toute façon, comme je l'ai dit, il faudra une solution où vivent ensemble Israéliens et Palestiniens, il faut qu'ils fassent pression sur la partie qui refuse la solution. Et cette partie, c'est les Israéliens. Et le Hamas, de son côté, que Israël dit vouloir détruire, est-ce que, selon votre analyse, le Hamas a une quelconque volonté politique de parvenir justement à cette solution-là ? Écoutez, il y a eu à différents moments des négociations. D'abord, rappelons qu'Israël, qui dit que le Hamas, on ne négocie pas avec eux, depuis des années, permet qu'il y ait une aide économique envoyé par le Qatar qui arrive au Hamas, et on a les déclarations de Netanyahou expliquant qu'il faut maintenir le Hamas, il faut au contraire l'encourager, parce que comme ça maintient la division des Palestiniens. Si on veut contrecarrer la création d'un État palestinien, voilà, c'est ce qu'il disait en 2019. Voilà, donc on est dans cette situation, et je pense que c'est ça le problème essentiel. Alain Grech, on va maintenant parler de la France. On va revenir à ce livre, Un chant d'amour, Israël et Palestine, une histoire française que vous co-signez avec Hélène Aldeguer. Le livre était sorti en 2017 et vous l'avez republié. Pour faire très vite et faire très simple, qu'est-ce qui a changé dans ce qu'on a pu appeler la politique arabe de la France, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron? J'ai conscience que la question est vaste, mais quand même. Non, mais on peut être... Disons, on peut vers 2 périodes. Celle qui va de 1967, plus ou moins à l'élection de Nicolas Sarkozy, où la position de la France... D'abord, il faut rappeler que la France a toujours reconnu Israël, a toujours soutenu Israël, n'a jamais demandé la destruction de l'État d'Israël, etc. Mais il y avait l'idée qu'on ne pouvait pas avoir des relations normales avec Israël tant que l'occupation des territoires arabes, à l'époque ce n'était pas seulement la Palestine, c'était aussi le Sinaï et le Golan, existait. Et qu'il fallait une action diplomatique. C'est la France qui a permis, il faut le rappeler, la déclaration de Venise en 1980 des pays européens, disant il n'y a pas de solution sans l'Organisation de libération de la Palestine, qu'à l'époque, Israël et les États-Unis considéraient comme une organisation terroriste, et sans création d'un État palestinien. Il y avait une activité diplomatique. Depuis, en gros, Nicolas Sarkozy, la position officielle n'a pas changé, dans le sens où la France dit toujours il faut 2 États, un État de Palestiniens à côté de l'État d'Israël. Mais elle ne fait rien pour. Et elle a développé des relations bilatérales avec Israël comme si l'occupation
n'existait pas. Et elle a soutenu Israël dans toutes ses opérations, y compris la dernière à Gaza. On a vu les manifestations ici en France. Officiellement, il n'est pas question, Alain Grech, d'importer ce conflit. Mais dans les faits, est-ce qu'on n'y est pas déjà peu ou prou? Mais qu'est-ce que ça veut dire importer le conflit? C'est un conflit international qui préoccupe la population. Je veux dire, c'est normal qu'il y ait une mobilisation, que les gens aient des opinions différentes et qu'ils puissent se mobiliser. Ou bien alors on dit, la France, enfin le peuple français n'a pas le droit de se prononcer sur ce qui se passe. Pourquoi il y a une mobilisation sur l'Ukraine? Personne ne dit on va importer le conflit ukrainien en France. Moi, je trouve normal que les gens se mobilisent autour d'Israël, de la Palestine, etc. Ce qui est anormal, c'est que la France est le seul pays, je crois, avec la Hongrie, pendant 10 jours ou 15 jours, avoir interdit les manifestations de soutien aux Palestiniens, alors qu'il y avait des manifestations de soutien à Israël. Ça apparaît déséquilibré. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que la position française suscite une incompréhension totale dans tout le pourtour méditerranéen. Avec tous nos amis du Maghreb. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne passe pas? Comment dire? L'ensemble de l'opinion, et je dis toutes tendances confondues dans le monde arabe, c'est-à-dire nos amis démocrates, les islamistes, les gauchistes, les libéraux, etc., sont abasourdis par la manière unilatérale dont la France a pris position sur le conflit à Gaza et a soutenu Gaza. On a soutenu une intervention à Gaza et maintenant on dit il y a peut-être trop de morts. Mais combien de morts, c'est trop? On est déjà à plus de 10 000 morts. Je dis, il n'y a pas autant de morts civils en Ukraine. Vous faites référence à ce qu'a dit Emmanuel Macron le week-end dernier sur les bombardements. On va évoquer, Alain Grech, si vous le souhaitez maintenant, quelques autres acteurs importants de ce conflit, hormis les belligérants et leurs parrains que l'on connaît évidemment. On va peut-être commencer par, soit l'Égypte, soit la Turquie. Peut-être la Turquie déjà, parce qu'on a beaucoup parlé ce matin dans Paris Direct de la visite aujourd'hui de Recep Tayyip Erdogan en Allemagne. Recep Tayyip Erdogan qui a qualifié Israël d'État terroriste et le Hamas d'organisation de libération. De quel poids pèse la Turquie dans ce conflit ? Elle pèse un poids important. D'abord, il faut rappeler que la Turquie, à l'égard d'Israël, l'histoire des relations entre la Turquie et Israël est très ancienne, qu'il y a eu pendant très longtemps une alliance stratégique entre la Turquie et Israël. Depuis l'arrivée d'Erdogan, il y a eu des périodes de rupture, mais on était, avant le 7 octobre, dans une période de normalisation. Il devait y avoir une visite, je crois, de Erdogan en Israël. Enfin, on était vraiment dans une période de rapprochement. Là, Erdogan, pour des raisons qui lui sont propres, mais aussi parce que l'opinion turque est mobilisée à un niveau qu'on n'imagine pas en faveur des Palestiniens, il a changé et il dénonce l'action menée par Israël. Et la Turquie a évidemment un poids économique important. C'est une puissance économique, c'est une puissance militaire, elle est membre de l'OTAN, donc elle joue un rôle effectivement important de soutien aux Palestiniens aujourd'hui. Ça, c'est pour la Turquie, Alain Grech. Quel rôle pour l'Égypte, que vous connaissez, vous y êtes né, si j'ai bien compris. L'Égypte qui a administré Gaza par le passé. Quelles sont les cartes d'Abdel Fattah al-Sisi dans ce conflit? Je dis, l'Égypte est dans une situation très difficile parce qu'ils sont confrontés à un conflit qu'ils ne maîtrisent pas, évidemment, mais avec une volonté israélienne d'expulser une partie de la population de Gaza vers l'Égypte. Et ça, il y a eu des pressions américaines et israéliennes auprès du gouvernement égyptien pour qu'il accepte des centaines de milliers de réfugiés. Jusqu'ici, l'Égypte s'y refuse. L'Égypte s'y refuse totalement. Alors, en échange, on leur a promis une aide économique très importante, parce que l'Égypte est dans une situation financière très difficile. On leur a promis de liquider une partie de leur dette, etc. Mais je crois que c'est très difficile pour Sisi d'accepter ça, parce que, c'est-à-dire, si on installe les réfugiés dans le Sinaï, qui est déjà très déstabilisé avec des actions djihadistes, ça va être très difficile pour lui. Et si vous me permettez, Sisi, à qui les Israéliens ont dit, mais pour des raisons humanitaires, accepter les Palestiniens, a répondu avec un sens de l'humour qu'il faut lui reconnaître, mais si vous voulez sauver ces réfugiés, installez-les dans le Negev, c'est-à-dire chez vous. La Turquie, on a vu, l'Égypte, on a vu. Alain Grech, quel rôle pour la Russie de Vladimir Poutine, qu'on entend très peu? La Russie, je pense, d'une certaine manière, se réjouit de ce conflit, parce que ça détourne l'attention de ce qui se passe en Ukraine.
Elle a, comme vous savez, de très bonnes relations avec... les relations entre Poutine et Netanyahou sont très bonnes. Mais dans ce conflit, on a senti un durcissement de la politique russe à l'égard d'Israël. Ils n'ont pas condamné l'action du Hamas, ils dénoncent l'intervention israélienne. Donc, ils sont aujourd'hui... Je dis, il faut bien se rendre compte, c'est sur ce conflit, et je termine là-dessus, il se crée le même front qui s'est créé sur l'Ukraine, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire tous les autres pays, à part les pays occidentaux, refusent de soutenir les politiques occidentales. Merci beaucoup, Alain Grech, d'être venu jusqu'à nous, co-auteur avec Hélène Aldeguer de ce livre, Un chant d'amour, Israël, Palestine, une histoire française, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, dans lequel vous signez ce mois-ci, Barbare et civilisé. C'était l'invité de Paris Direct. Merci de rester avec nous sur France 24. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal. Surtout, ne bougez pas.